Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue aux personnes connectées. Donc, bienvenue pour ce colloque. Et je voudrais tout d'abord remercier et féliciter le professeur Nicolas Franck et toute son équipe à ses côtés pour l'organisation de ce colloque de l'Association francophone de remédiation cognitive. Je dois dire que j'ai été impressionné par le programme et la qualité des experts français et étrangers qui apportent leur contribution à cette journée. Je me réjouis de m'exprimer devant vous aujourd'hui, et il y a au moins 3 raisons à cela. La première, c'est l'importance du sujet. La remédiation cognitive est au cœur de la réhabilitation psychosociale et des approches orientées rétablissement, étant donné les possibilités qu'elle offre à ses bénéficiaires en termes de capacité de décision et de restauration du pouvoir d'agir. L'association francophone de remédiation cognitive a permis qu'elle s'implante largement en France et qu'elle soit maintenant disponible pour une grande partie des personnes qui en ont besoin. Sa pratique nécessite une formation rigoureuse, et là encore, ses membres jouent un rôle tout à fait déterminant. La réhabilitation psychosociale est un outil de promotion des droits chez les personnes porteuses d'un handicap psychique, et la remédiation cognitive fonde scientifiquement l'ambition du rétablissement. En effet, lorsque on parle de handicap, on fait souvent référence à des difficultés fixées. Dans le cas particulier du handicap psychique, c'est exactement le contraire. Et c'est l'enseignement de la remédiation cognitive, à savoir que ces handicaps sont mobilisables. S'agissant des droits des personnes, sujet qui m'est cher et qui comporte 2 volets, il y a un premier volet qui concerne l'amélioration des pratiques et la lutte contre les pratiques attentatoires aux droits, mais il y a un deuxième volet très important qui est la mise au point, la promotion des outils qui permettent aux personnes de faire valoir leurs droits. Et la démarche de réhabilitation psychosociale est un de ces outils qui restaure le pouvoir d'agir. Le deuxième sujet que je voulais partager avec vous vise à rappeler l'engagement du ministère dans ce domaine. Tout d'abord, la loi de modernisation de la santé de janvier 2016, suivi du décret de 2017 relatif aux projets territoriaux de santé mentale, ont donné à la réhabilitation psychosociale et aux approches orientées rétablissement une assise législative et réglementaire. L'action 18 de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, fondée sur le constat d'une diffusion insuffisante des soins de réhabilitation psychosociale dans les établissements autorisés en psychiatrie, et donc d'une inégalité d'accès à cette modalité de prise en charge pour les patients qui en ont besoin. Enfin, l'instruction de la Direction générale de l'offre de soins relative au développement des soins de réhabilitation psychosociale dans les territoires, publiée en janvier 2019, et la ventilation de 11 millions d'euros. Cette instruction est le produit d'une concertation engagée dès 2018 en lien avec le groupe de travail dédié du COPIL de la psychiatrie, qui a permis de fournir aux ARS une note de cadrage sur la structuration et le développement des soins de réhabilitation psychosociale dans les territoires. 3 principes directeurs sous-tendent la démarche contenue dans cette instruction. Premièrement, l'offre de soins de réhabilitation psychosociale doit s'inscrire dans un travail en réseau qui englobe l'ensemble des acteurs du parcours de soins, soins primaires, éducation, secteur social et médico-social de la ville, venant en soutien de l'autonomie et de l'insertion sociale et professionnelle, afin de permettre la mise en œuvre du projet global de réhabilitation favorable au rétablissement de la personne et à son pouvoir d'agir. Le deuxième principe directeur, c'est que le cadre de déploiement est mis en œuvre dans les projets territoriaux de santé mentale, permettant d'organiser les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec les usagers et les familles, une prise en charge globale et coordonnée des besoins des personnes souffrant de troubles psychiques ou susceptibles d'en présenter.
Des réponses concrètes et pragmatiques, et j'en témoigne ici puisque j'ai consacré un tour de France au suivi des projets territoriaux de santé mentale. Des réponses concrètes et pragmatiques ont été travaillées collectivement dans le cadre de ces projets territoriaux de santé mentale. Le développement d'une offre de formation, c'est le troisième principe directeur qui sous-tend cette démarche, c'est le troisième facteur indispensable pour la réussite. Enfin, et ça sera la troisième partie de mon propos, je viens réaffirmer l'engagement du ministère dans ce domaine. En premier semestre 2021, nous devrons conduire une enquête nationale qui sera mise au point en concertation avec le groupe de travail du COPIL de la psychiatrie. Et cette enquête vise à réaliser un état des lieux du déploiement de l'offre de soins en réhabilitation psychosociale dans les territoires. Il y aura une analyse conduite par les ARS sur l'utilisation des 11 millions d'euros qui ont été ventilés. Et il faudra également recenser la manière dont les projets territoriaux de santé mentale se sont appropriés ces outils, puisque je vous rappelle que le rendu des projets territoriaux de santé mentale est prévu en décembre, et donc nous aurons la possibilité de recenser, de faire un état des lieux au travers de ce qui aura été inscrit dans les projets territoriaux de santé mentale. Cette enquête doit permettre de définir les perspectives et certainement la mise au point de plans d'action complémentaires qui pourraient, ce n'est pas arbitré, rentrer dans les mesures nouvelles de 2021. Pour l'heure, la démarche et le déploiement se poursuivent, et je rappelle que les projets de réhabilitation psychosociale, chez l'enfant comme chez l'adulte, sont éligibles au Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, dont la deadline est proche, mais ça figure, les démarches de réhabilitation psychosociale figurent dans les mots-clés, et également à l'appel à projet pédopsie. Le relais sera pris par les compartiments incitatifs de la réforme du mode de financement de la psychiatrie qui se déploie en 2021, et donc cette dynamique d'appel à projet sera reconduite au travers de ce nouveau modèle, et en particulier au travers de certains compartiments incitatifs. Il s'agit donc bien d'un engagement dans la durée. Je suis sûr que les échanges aujourd'hui seront riches, et je vous souhaite un excellent colloque. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la deuxième fois au ministère de la Santé et des Solidarités pour cette 12e édition du congrès annuel de l'Association francophone de remédiation cognitive. La remédiation cognitive est un outil de soin au service des usagers. C'est une technique qui repose sur des données probantes de la science et qui s'inscrit dans une démarche scientifique. Elle est transdiagnostique et transage et permet d'améliorer la qualité des soins. Elle nécessite, comme toute technique de soins, une formation validante pour être efficace. La remédiation cognitive permet l'engagement dans les soins et s'inscrit dans la ligne droite du rétablissement en redonnant le pouvoir d'agir aux personnes souffrant de troubles psychiques, mais aussi à tous les professionnels de santé qui accompagnent chacun des usagers dans leur parcours. Le pouvoir d'agir, l'autodétermination, l'espoir sont des valeurs que nous partageons tous et auxquelles nous sommes attachés. Afin de poursuivre notre route dans l'amélioration et le partage de nos pratiques de remédiation cognitive. Le colloque annuel de l'AFRC contribue à ce partage et à la diffusion de cette technique pour qu'elle puisse s'implanter comme soin courant indispensable de proximité. Nous sommes convaincus du pouvoir d'agir. Maintenant, il s'agit de le concrétiser. Et je passe la parole au professeur Nicolas Franck, qui est à l'origine de beaucoup de choses dans ce domaine.
Merci beaucoup Marie-Cécile, merci beaucoup Franck. Donc, je remercie le professeur Bellivier et le docteur Marie-Cécile Bras